Salut à tous, bienvenue sur Hollywood Inside, là où les légendes du cinéma et de la musique prennent vie à travers des histoires vraies, celles qu'on ne trouve pas dans les tabloïds. Aujourd'hui, on va plonger dans une relation qui a marqué l'histoire de la musique, un lien si intense, si complexe, qu'il échappe à toutes les définitions. On parle de Diana Ross et Michael Jackson. Pas juste une amitié entre une diva de Motown et un prodige en devenir. Non, c'est bien plus que ça. Un garçon de 9 ans, timide, perdu dans l'immensité du show business, et une superstar qui devient son phare, sa muse, son tout. Pendant des décennies, elle n'a rien dit. Lui, il a laissé des indices dans ses chansons, ses silences, et même son testament. En 2025, à 81 ans, Diana Ross a enfin parlé, révélant une vérité aussi belle que déchirante. Alors, installez-vous, et partons à la découverte de ce lien unique, de Motown aux coulisses de The Wiz, des confessions publiques à une pièce secrète à Neverland. C'est une histoire qui ne ressemble à aucune autre, et elle commence maintenant. Dans l'univers scintillant du show business, les amitiés sont souvent des feux d'artifice, éclatantes, mais éphémères. Elles naissent sous les projecteurs et s'éteignent dans l'ombre des agendas chargés. Pourtant, certains liens défient le temps, les définitions et même les mots. L'histoire entre Diana Ross et Michael Jackson est de cela. Ce n'était pas une simple collaboration entre une diva au sommet et un prodige en devenir. C'était une connexion si profonde, si complexe, qu'elle a marqué leur vie à jamais. Pendant des décennies, Diana est restée silencieuse sur ce lien unique. Michael, lui, l'a exprimé à sa manière dans ses chansons, ses regards, et même dans un testament. En 2025, à 81 ans, Diana a enfin brisé ce silence, non pas pour faire les gros titres, mais pour révéler, avec une honnêteté brute, ce qui s'est vraiment passé entre eux. Remontons le temps, jusqu'aux années Motown, jusqu'à la rencontre d'un garçon de 9 ans et d'une superstar qui allait changer sa vie. Pour comprendre l'histoire de Diana Ross et Michael Jackson, il faut plonger dans l'âme de Motown, ce label légendaire qui a redéfini la musique américaine dans les années 60. Fondé par Berry Gordy à Détroit, Motown n'était plus qu'une maison de disques, c'était une révolution culturelle. Dans une Amérique encore marquée par la ségrégation, Motown a propulsé des artistes noirs sur le devant de la scène mondiale, transformant des voix brutes en icônes universelles. Les Suprêmes, Marvin Gaye, Stevie Wonder tous incarnaient cet esprit de triomphe, de glamour et de persévérance. En 1969, Motown est à son apogée, un empire musical où chaque note, chaque pas de danse est peaufiné avec une précision militaire. C'est dans ce contexte que Michael Jackson, âgé de seulement 9 ans, entre en scène. Il est le plus jeune membre des Jackson 5, un groupe familial de Gary, Indiana, qui a grandi dans un milieu modeste, loin des paillettes d'Hollywood. Les frères Jackson Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael ont été élevés par un père exigeant, Joseph Jackson, qui voyait en eux un ticket pour sortir de l'ombre. Leur talent brut, mêlé de discipline rigoureuse, attire l'attention de Bobby Taylor, un chanteur qui envoie une démo à Motown. Berry Gordy, flairant le potentiel, signe le groupe. Mais c'est Diana Ross qui devient le visage de leur arrivée. À 25 ans, Diana est déjà une superstar. Après avoir dominé les charts avec les Suprêmes, elle s'apprête à lancer sa carrière solo. Sa voix, son charisme et son élégance en font une figure incontournable. Proche de Berry Gordy, elle est non seulement une artiste, mais une muse, une confidente, une force créative au sein de Motown. Quand les Jackson 5 débarquent à Los Angeles, c'est elle qui les prend sous son aile. Officiellement, Motown utilise son nom pour promouvoir le groupe. Leur premier album, Diana Ross présent The Jackson 5, est un coup de génie marketing. Mais pour Michael, ce n'est pas une simple stratégie. Dans son esprit, Diana ne se contente pas de les présenter au monde. Elle les sauve, lui en particulier, d'une vie d'invisibilité. La première rencontre entre Michael et Diana, en 1969, est un moment clé. Imaginez un garçon de 9 ans, nerveux, silencieux, écrasé par la pression d'un père autoritaire et l'immensité du monde du spectacle. Face à lui, Diana Ross, une femme de 25 ans, rayonnante, qui semble maîtriser chaque aspect de sa carrière avec une aisance naturelle. Michael est fasciné. Il ne voit pas seulement une star, il voit une figure presque mythique, quelqu'un qui incarne tout ce qu'il rêve de devenir. Diana, de son côté, perçoit en Michael un talent brut, mais aussi une vulnérabilité qui la touche.
Elle devient son guide, son refuge. Quand les Jackson 5 s'installent à Los Angeles, Michael passe beaucoup de temps chez Diana, dans sa maison des Hollywood Hills. Ces visites ne sont pas de simples moments de détente. Pour Michael, c'est une école de la vie et de la scène. Il observe tout, la manière dont Diana répète ses chansons, ajuste ses costumes, répond aux journalistes avec un sourire parfaitement calibré. Il note sa discipline, son souci du détail, son art de transformer chaque performance en un événement. Plus tard, Michael dira qu'elle lui a appris à sourire face à une caméra, à occuper l'espace sur scène, et surtout, à se comporter comme une star. Diana n'est pas seulement une mentor, elle est un modèle vivant, une incarnation du succès. Ces moments passés ensemble forgent un lien unique. Diana traite Michael avec une tendresse particulière, comme un petit frère ou un fils. Lors d'une interview en 1971, elle le décrit ainsi: « Il m'admire tellement, alors j'essaie d'être un bon exemple. » La presse adore cette image, une diva confiante guidant un jeune prodige timide vers la lumière. Mais pour Michael, ce lien va bien au-delà. Il l'observe avec une intensité presque obsessionnelle, mémorisant ses gestes, sa façon de parler, la manière dont elle incline la tête sur scène. Son frère Jermaine dira plus tard que Michael vénérait Diana, la voyant comme plus qu'une figure familiale. Pour le public, ils sont comme frères et sœurs. Mais en coulisses, ceux qui connaissent Michael perçoivent quelque chose de plus complexe, de plus profond, de non dit. En 1978, leur relation prend une nouvelle dimension avec le tournage de The Wiz, une réinterprétation afro-américaine du Magicien d'Oz. Michael, alors âgé de 20 ans, y joue l'épouvantail, son premier grand rôle au cinéma. Diana incarne Dorothy, la héroïne. Pour Michael, ce projet est une opportunité de s'émanciper des Jackson 5, de prouver qu'il peut briller en dehors du groupe. Mais il y a une motivation plus personnelle. Travailler aux côtés de Diana, jour après jour, pendant des mois. Le tournage, qui se déroule à New York, marque un tournant. Michael loue un appartement, et à la surprise de l'équipe, Diana choisit d'y vivre avec lui plutôt que de séjourner à l'hôtel. Pas de manager, pas de caméra, pas de personnel. Juste deux. Ce choix intrigue les membres de la production. Pourquoi une superstar comme Diana, habituée au luxe, opte-t-elle pour cette vie simple avec un jeune homme de 20 ans? Ce qui se passe dans cet appartement reste un mystère. Ni Michael ni Diana n'en parleront jamais publiquement. Mais sur le plateau, leur complicité est évidente. Ils arrivent ensemble, repartent ensemble, partagent des dîners, s'engagent dans de longues conversations après les prises. Diana l'appelle « bébé », un surnom affectueux qui surprend les techniciens. Michael, connu pour sa timidité, semble transformé en sa présence. Il rit plus facilement, parle avec assurance, se montre détendu comme rarement. Les maquilleurs, les éclairagistes, les assistants commencent à murmurer. Ils sentent une intimité qui va au-delà d'une simple collaboration professionnelle. Pourtant, rien n'est ostentatoire. Leur lien est privé, presque secret, comme s'ils protégeaient un trésor fragile. Pour Michael, cette période est décisive. À 20 ans, il est à un carrefour. Il n'est plus l'enfant star des Jackson 5, mais pas encore l'icône mondiale qu'il deviendra. Il cherche son identité, sa place dans un monde où la pression est constante. Diana lui offre une stabilité, un ancrage. Elle a déjà parcouru le chemin qu'il emprunte, les attentes écrasantes, les critiques, la quête de perfection. Pendant les pauses, ils partagent des moments intimes. Michael lui fait écouter des démos inédites, des ébauches de chansons qui deviendront off the wall. Elle l'écoute attentivement, donne des conseils, l'aide à affiner ses paroles. Ces instants ne sont pas des réunions professionnelles. Ce sont des moments de vulnérabilité, où Michael s'ouvre comme jamais. Selon un ancien assistant, c'est la première fois qu'on le voit aimer sans avoir à jouer un rôle. Pour comprendre l'importance de The Wiz dans leur histoire, il faut regarder le contexte. Le film, réalisé par Sidney Lumet, est une entreprise audacieuse. Produit par Motown et Universal, il réunit une distribution entièrement afro-américaine, avec des stars comme Lena Horne et Richard Pryor aux côtés de Diana et Michael. L'objectif est de moderniser le classique de L. Frank Baum, en le situant dans un New York urbain et vibrant. Pour Motown, c'est un pari. Prouver que le label peut briller au cinéma comme dans la musique. Pour Diana, The Wiz est une chance de montrer sa polyvalence.
À 34 ans, elle n'est plus seulement une chanteuse, mais une actrice, une productrice, une icône. Son rôle de Dorothy, bien qu'étonnant pour une femme de son âge, est une réinvention audacieuse. Elle apporte une gravité, une douceur au personnage, qui contraste avec l'innocence de Judy Garland dans la version originale. Michael, de son côté, voit dans The Wiz une opportunité de sortir de l'ombre des Jackson 5. Son rôle d'épouvantail lui permet d'explorer le jeu d'acteur, de montrer une facette plus vulnérable, plus expressive. Le tournage est intense. Les décors massifs, les chorégraphies complexes et les longues journées à New York créent une atmosphère électrique. Mais au milieu de ce chaos, Michael et Diana forment une bulle. Leur complicité devient une anecdote sur le plateau. Les membres de l'équipe racontent des moments où Diana corrige doucement une chorégraphie de Michael, où ils rient ensemble d'une blague connue d'eux seuls. Ces instants, bien que discrets, alimentent les spéculations. Personne n'ose poser de questions directes, mais l'atmosphère entre eux est indéniablement intime. En 1982, Michael Jackson est à l'aube de la consécration. Thriller, son album légendaire, est sur le point de redéfinir la musique pop, de pulvériser les records de vente et de faire de lui une icône mondiale. À 24 ans, il n'est plus le petit garçon timide des Jackson 5. Mais malgré son succès, une vérité intime continue de le hanter. Lors d'une interview pour Ebony, le journaliste lui pose une question anodine: qui est la femme idéale pour vous? Michael ne tergiverse pas. Sans hésiter, il répond: c'est Diana Ross. Je l'aime. Le silence qui suit est lourd. Le journaliste, déconcerté, pense d'abord à une blague. Mais Michael est sérieux. Il ajoute que s'il pouvait épouser quelqu'un, ce serait elle. Cette déclaration fait l'effet d'une bombe. Diana, 38 ans, est mère de famille et déjà divorcée 2 fois. L'écart d'âge et l'intensité des mots de Michael surprennent. Certains y voient une admiration juvénile, d'autres une stratégie médiatique. Mais ceux qui le connaissent savent que c'est bien plus. Michael a toujours été prudent avec ses émotions. S'il parle ainsi, c'est que ses sentiments sont profonds, ancrés depuis des années. Diana, fidèle à son habitude, garde le silence. Elle ne commente pas, ne confirme pas, ne dément pas. La presse, curieusement, ne la pousse pas à s'exprimer, comme si ce lien était trop fragile pour être exposé. En coulisses, les proches de Michael confirment ce que beaucoup soupçonnent. Jermaine Jackson révèle que Michael aimait Diana depuis longtemps, la considérant presque comme sa petite amie. Il devenait jaloux lorsqu'elle apparaissait avec d'autres hommes, un sentiment qu'il ne cachait pas à sa famille. Cette jalousie atteint son paroxysme en 1985, lorsque Diana annonce ses fiançailles avec Arne Næss Jr. Un magnate norvégien. Leur mariage, célébré en Suisse, est une cérémonie intime, réservée à quelques proches. Michael n'est pas invité. Il n'envoie ni cadeau ni message de félicitations. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond avec une franchise déchirante: « J'étais jaloux. J'ai toujours aimé Diana Ross, et je l'aimerai toujours. » Ce moment marque un tournant. Michael se referme. Il annule des interviews, des sessions en studio, évite les projecteurs. Le monde voit une superstar au sommet, mais en privé, c'est un jeune homme de 27 ans confronté à la douleur d'un amour non partagé. Ce n'est pas un scandale, pas un drame public. C'est une blessure silencieuse, celle d'un homme qui sait que la femme qu'il idéalise ne sera jamais à lui. La musique devient le refuge de Michael, le seul espace où il peut exprimer ce qu'il ne peut dire à voix haute. En 1987, il sort Dirty Diana, un titre brûlant, chargé de tension et de désir. Le choix du prénom intrigue immédiatement. Michael explique que la chanson parle d'une femme fictive, une groupie manipulant les stars. Mais le dépôt du copyright, daté du jour exact du mariage de Diana avec Arne Næss, soulève des questions. Selon Jermaine, Dirty Diana exprime une douleur contenue, pas de la colère contre Diana, mais la frustration d'une perte intime. Les paroles, pleines de passion et de conflit, semblent révéler ce que Michael garde enfoui. Pour comprendre Dirty Diana, il faut regarder le contexte. Bad, l'album dont elle est issue, est un tournant pour Michael. Après Thriller, les attentes sont écrasantes. Il veut prouver qu'il n'est pas un feu de paille, qu'il peut innover, surprendre. Dirty Diana est audacieuse, avec ses guitares électriques et son énergie brute. Mais au-delà de la production,
c'est une chanson personnelle. Les paroles évoquent une femme puissante, séduisante, mais hors d'atteinte. Pour beaucoup, le choix du prénom n'est pas anodin. C'est un message codé, une façon pour Michael de mettre des mots sur sa douleur. 4 ans plus tard, en 1991, Remember a Time offre un contraste saisissant. Cette chanson, douce et nostalgique, évoque un amour perdu, un souvenir précieux. Dans le clip, réalisé par John Singleton, Michael incarne un homme cherchant à séduire une reine intouchable dans un palais égyptien. Les décors somptueux, les chorégraphies élaborées et la présence d'Iman, jouant la reine, ajoutent une dimension cinématographique. Mais pour ceux qui connaissent son histoire, l'inspiration est évidente. Germaine confirmera que la chanson est un hommage à Diana, une lettre d'amour codée. Les paroles, simples et tendres, posent une question, Do you remember? Aucune réponse n'est attendue. Le simple fait de poser la question suffit. Remember a Time est un bijou de l'album Dangerous. Produite par Teddy Riley, elle mêle R&B et New Jack Swing, un style qui domine les années 90. Mais au-delà de la musique, c'est un moment d'introspection pour Michael. À 33 ans, il est au sommet de sa carrière, mais il porte toujours ce regret, ce souvenir d'un amour impossible. La chanson n'accuse pas, ne reproche rien. Elle est une célébration douce amère d'un passé qu'il chérit. Ces deux chansons, opposées dans leur ton, pointent vers la même femme. Dirty Diana brûle de désir et de frustration, Remember a Time murmure un regret doux amer. Pour Michael, la musique devient le seul espace où il peut exprimer cet amour inavouable, un refuge où ses émotions prennent vie sans crainte du jugement. En 2002, Michael met à jour son testament. Parmi les clauses, un détail surprend. Si sa mère, Catherine Jackson, ne peut s'occuper de ses enfants, il désigne Diana Ross comme tutrice légale. Pas un ami proche, pas un frère ou une sœur, pas même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants. Diana. Ce choix révèle la profondeur de sa confiance en elle. Diana n'a jamais trahi ses secrets, n'a jamais exploité leurs liens pour attirer l'attention. Elle est, pour lui, un roc, une figure intemporelle. Ce testament n'est pas qu'un document légal. Il est une déclaration. Michael, père de 3 enfants au prince, Paris et Blanquet, place en Diana une responsabilité immense. Il sait qu'elle protégera ses enfants comme elle l'a protégé, lui, des années plus tôt. Ce choix surprend certains, mais pas ceux qui connaissent leur histoire. Diana a toujours été plus qu'une amie pour Michael. Elle est une constante, un pilier dans une vie marquée par la turbulence. Après la mort de Michael en 2009, Diana publie une déclaration brève mais bouleversante. Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. Elle ne donne pas d'interview, n'assiste pas aux funérailles. Mais son nom dans le testament parle pour elle. Plus tard, des employés du ranch de Neverland révèlent un autre secret. Une petite pièce, fermée au public, où Michael gardait des photos de Diana. Certains l'appelaient la salle Diana, un espace privé, un sanctuaire où il préservait un fragment de cet amour impossible. Cette pièce, bien que modeste, en dit long. Neverland, le ranch de Michael, était son refuge, un monde qu'il avait créé pour échapper aux pressions de la célébrité. Mais cette salle était différente. Elle n'était pas destinée aux visiteurs, pas même à ses proches. C'était un espace intime, où il pouvait se reconnecter avec une partie de lui-même, avec un souvenir qu'il chérissait. Les photos de Diana, soigneusement choisies, étaient un rappel constant de ce lien unique. En 2025, à 81 ans, Diana Ross brise son silence. Lors d'une conversation familiale, loin des caméras et des micros, elle parle de Michael avec une simplicité désarmante. Michael m'aimait, d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Pas de larmes, pas de drame, juste une vérité nue. Quand on lui demande si elle l'a aimé en retour, elle marque une pause, baisse les yeux vers sa tasse de thé, et répond. J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre. Mais l'aimer comme lui m'aimait, je ne vais pas mentir là-dessus. Ces mots, prononcés après plus de 50 ans de silence, éclairent leur histoire. Diana savait ce que Michael ressentait. Elle comprenait l'intensité de son amour, mais elle savait aussi qu'y répondre pleinement aurait pu briser l'équilibre fragile entre eux. Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûre de pouvoir porter, ajoute-t-elle. En gardant ses distances, elle protégeait Michael, refusant de nourrir un espoir qui aurait pu le blesser davantage.
Cette retenue, loin d'être froide, était une forme de respect, une reconnaissance de la profondeur de ses sentiments. Pour comprendre l'ampleur de leur histoire, il faut regarder au-delà des anecdotes. Diana Ross et Michael Jackson n'étaient pas seulement deux artistes partageant une amitié. Ils incarnaient deux époques de Motown, deux visions du succès. Diana, issue d'une génération qui a brisé les barrières raciales, a pavé la voie pour des artistes comme Michael. Lui, à son tour, a redéfini ce que signifiait être une star mondiale, repoussant les limites de la musique, de la performance et de la célébrité. Leur lien, bien que personnel, avait une dimension universelle. Ils parlaient de l'admiration, de la quête d'identité, de la douleur de l'amour non partagé. Michael voyait en Diana plus qu'une mentor. Elle était une muse, une figure presque mythique. Diana, de son côté, voyait en Michael un talent brut, mais aussi un cœur vulnérable qu'elle voulait protéger. Leur histoire n'a jamais été une romance au sens classique. C'était un lien indéfinissable, à la fois constant et insaisissable, qui a marqué leur vie à jamais. L'histoire de Diana et Michael a laissé des traces dans la culture populaire. Les chansons comme Dirty Diana et Remember a Time sont devenues des classiques, mais pour ceux qui connaissent leur histoire, elles sont bien plus, des fragments d'une confession intime. Les clips de Michael, avec leurs récits visuels élaborés, reflètent souvent cette tension entre désir et distance. Dans Remember a Time, la reine intouchable jouée par Iman pourrait être vue comme un écho de Diana, une figure puissante, admirée, mais hors d'atteinte. Même après la mort de Michael, leur lien continue d'intriguer. Les documentaires sur sa vie, les livres sur Motown, les témoignages de proches reviennent sans cesse sur cette relation. Elle fascine parce qu'elle échappe aux catégories simples. Était-ce de l'amour? De l'admiration? Une connexion spirituelle? Peut-être un peu de tout cela. Ce qui est certain, c'est que leur histoire a touché des millions de fans, non pas à cause d'un scandale, mais parce qu'elle parlait d'une vérité humaine. Le désir d'être vu, aimé, compris. Revenir sur leur parcours de leur rencontre à Motown à leur cohabitation pendant The Wiz, des confessions publiques à l'absence au mariage, des chansons codées au testament révèlent une vérité. Ce n'était pas une simple romance. Ce n'était pas un conte de fées. C'était un lien indéfinissable, à la fois constant et insaisissable, qui a marqué leur vie à jamais. Michael a aimé Diana d'une manière qui dépassait les mots, un amour qu'il a porté dans sa musique, dans ses silences, dans un sanctuaire caché à Neverland. Diana, de son côté, lui a offert une tendresse immense, mais jamais l'amour qu'il espérait. Et pourtant, leur lien n'a jamais disparu. Leur histoire nous rappelle que l'amour, dans toute sa complexité, ne se limite pas aux définitions classiques. Pour Michael, Diana était tout, une mentor, une muse, un rêve impossible. Pour Diana, Michael était un prodige, un frère, un cœur qu'elle chérissait sans pouvoir l'aimer comme il le voulait. Leur histoire n'a pas besoin d'être expliquée pour être ressentie. Elle vit dans les chansons, dans les souvenirs, dans une pièce secrète à Neverland, et dans les mots simples d'une femme de 81 ans qui, enfin, a parlé. Et voilà, l'histoire de Diana Ross et Michael Jackson touche à sa fin, mais elle continue de vibrer dans nos cœurs. Ce n'était pas une romance de cinéma, pas un conte de fées avec une fin bien nette. C'était un lien brut, indéfinissable, tissé d'admiration, de rêves inavoués et d'une tendresse qui a traversé les décennies. De leur rencontre à Motown, quand un gamin de 9 ans a trouvé son étoile polaire, à ses moments intimes dans un appartement new-yorkais pendant The Wiz, jusqu'aux chansons codées et à ce testament où Michael a confié à Diana ce qu'il avait de plus précieux, leurs vies ont été entrelacées d'une manière unique. Quand Diana, à 81 ans, a enfin parlé, ces mots simples ont tout dit. Un amour qu'on ne peut pas nommer, une tendresse immense, mais un fossé qu'aucun des deux n'a pu combler. Cette histoire, c'est celle d'un prodige qui a aimé une diva comme personne d'autre, et d'une femme qui a chéri ce cœur sans pouvoir lui donner tout ce qu'il espérait. Elle vit dans les notes de Remember a Time, dans une pièce secrète à Neverland, dans des silences qui en disent plus que des mots. Sur Hollywood Inside, on raconte des histoires vraies, celles qui touchent l'âme. Et celle-ci, entre Diana Ross et Michael Jackson, est une qu'on n'oubliera jamais.